Le TNB inaugure une nouvelle série de rencontres. Joëlle Gaillot, journaliste et collaboratrice du TNB, invite un ou une artiste ou spécialiste de l'art à interroger l'histoire esthétique, humaine, politique et sociétale des créations présentées au TNB afin de constituer une encyclopédie du théâtre. Pour ce troisième rendez-vous de la saison, Joëlle Gaillot recevait le réalisateur Benoît Jacquot avant la projection au cinéma du TNB de son documentaire Par cœur avec Isabelle Huppert et Fabrice Lucchini. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être là, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler de théâtre, mais nous allons parler de théâtre grâce au cinéma et grâce à un réalisateur qui est à mes côtés, qui est Benoît Jacquot, dont vous verrez, si vous restez, le documentaire, le film, qui sera diffusé à 20h30. Ce documentaire s'intitule Par cœur, cœur étant au pluriel. Benoît Jacquot a filmé à l'été 21 deux comédiens ou deux acteurs. On va tout à l'heure s'avancer un peu plus sur la distinction entre comédiens et acteurs, qui se rendaient au Festival d'Avignon où chacun d'eux allait jouer. Fabrice Lucchini allait lire des textes de Nietzsche dans la cour du musée Calvé, sous le haut patronage de France Culture, et Isabelle Huppert partait rejoindre la cour d'honneur du Palais des Papes, où elle jouait dans La Cerisée, qui était mise en scène par Thiago Rodriguez. Benoît Jacquot, vous les avez suivis sur ce chemin-là, en répétition. C'est pas une question, c'est une présentation. C'est encore la présentation, mais ça peut se transformer en question. Je sais que vous les avez suivis. Ils étaient à la fois en répétition, mais pas que en répétition. C'est-à-dire qu'il y avait des moments de répétition, il y avait aussi des moments de vie. Il y a eu des moments dans un taxi avec Isabelle Huppert, des moments dans le jardin, je pense, de Fabrice Lucchini, des moments de captation, enfin de saisie de la lecture de Fabrice Lucchini, de la générale de presse qui avait été donnée par Isabelle Huppert la veille de la générale publique à Avignon. Et ce documentaire est absolument fascinant parce qu'il nous permet d'entrer dans la fabrique, de pénétrer un peu dans ce mystère qu'est la fabrique de l'acteur avant l'entrée face au public. Comment est-ce qu'on apprend un texte ? Est-ce qu'on apprend un texte ? Comment on se prépare ? Qu'est-ce qu'on fait avec le trac ? À quel moment on sent que le texte, on l'a en soi, et ça n'est pas si simple, comme on le constate dans ce documentaire. Ce sont deux personnes très différentes qui ne se rencontrent pas dans le documentaire, alors qu'elles se sont rencontrées évidemment dans la vie, mais notamment sous l'objectif de votre caméra dans un film qui les réunissait, qui s'appelait... Pas de scandale. Vous aviez déjà filmé Fabrice Lucchini en 2000... Attendez, j'ai la date quelque part. Non, mais c'est surtout que ces deux-là sont depuis qu'on a à peu près le même âge, et les trois, et enfin bon, j'exagère un peu, je me rajeunis un peu. Mais on se connaît depuis qu'on a 20 ans, grosso modo. Donc ça crée quand même une... avant qu'eux ne deviennent des vedettes, vraiment, on peut le dire, pour le coup, de cinéma et de théâtre, et que moi, je devienne un cinéaste, disons, connu. Donc, le fait est que là, au moment à peu près, c'était au moment de la fin du confinement, où on cherchait des choses à faire, tous tant qu'on était, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on... C'est une chose dont je parlais avec l'une et avec l'autre depuis longtemps. Essayer de les choper juste avant qu'ils ne passent à l'acte. Ça, c'est exactement pour moi le programme de ce film. Passer à l'acte dans tous les sens du mot, littéralement passer à l'acte théâtre, ou passer à l'acte, comme on le dit, pour un crime ou pour une nuit d'amour. Voilà, comme on voudra. Passer à l'acte. Donc je voulais les choper juste avant. Pourquoi est-ce que vous ne les réunissez pas dans le documentaire ? C'est-à-dire, pourquoi ils ne se croisent jamais ? Parce que je trouvais ça trop... comment dire, on aurait très bien pu le faire parce qu'ils se connaissent extrêmement bien. On aurait très bien pu faire ça, mais je trouvais ça... Comment on dit ça ? Trop complaisant, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me semblait déroger à l'espèce de vérité que je cherchais. Après, s'expliquer pourquoi, oui, on pourrait, mais bon... Donc, première partie, on voit Isabelle Huppert. Seconde partie, on voit Fabrice Lucchini.
ils ne se rejoindront pas, effectivement, dans le documentaire. Alors, non, mais parce que pendant que vous parlez, je repense à ce que vous dites. C'est quand même un des paradoxes premiers des acteurs quand ils prennent vraiment de façon sérieuse, voire très très profonde, ce qu'ils font, ce qui est le cas et de l'une et de l'autre. Et ça renvoie à la fois, c'est le grand paradoxe de ce qu'ils font, et c'est la fourche avec laquelle ils travaillent. À la fois, nécessairement, et ils le veulent, c'est leur désir, ils veulent travailler avec d'autres, mais en même temps, ils sont seuls comme personne. Voilà. Et donc, cette espèce de solitude aurait été, qui pour moi est très très importante chez les acteurs, et d'autant plus importante qu'on a toujours le sentiment que c'est, vous savez, on parle de cette générosité, de ce partage, etc., qui existe, mais qui est toujours très paradoxalement nouée avec une solitude formidable. Et j'avais le sentiment qu'en les faisant comme ça pour une caméra et affrontant, bon, je pose pas beaucoup de questions, mais enfin affrontant quand même, aussi. Un regard, enfin, ils se seraient trouvés amenés à une position qui, pour moi, je les connaissant très bien, n'est pas la leur. Une sorte de... En même temps, la solitude, elle n'est pas de même nature pour l'un et pour l'autre. Fabrice Lucchini, maintenant, il n'a pas de metteur en scène. Il s'accompagne et son regard. Et l'observateur et le guide et l'aide qui lui permet d'avancer. C'est pareil qu'un metteur en scène, une metteuse en scène. Mais il n'est pas dans une troupe, il n'est pas dans une équipe. Isabelle Huppert, elle est intégrée, notamment avec la Cerisay, dans une équipe, dans une troupe, avec un metteur en scène qui était Thiago mais c'est une Rodriguez. star. Elle est... Donc il y a la solitude de ce statut-là de star. Elle est avec les autres, elle joue avec les autres. Pour un metteur en scène, n'empêche qu'elle est nécessairement, d'emblée, au départ, elle a cette position de départ qu'il accepte des autres. Est-ce que vous faites une différence entre les deux ? Ils sont évidemment pas les mêmes, mais est-ce que justement ce parallélisme entre les deux vous a fait apparaître des différences fondamentales entre les deux ? Vous me disiez avant de venir, il y en a un qui est comédien et l'autre qui est actrice. Mais c'est presque, je dirais que c'est presque technique. Ils n'ont pas techniquement le même mode d'emploi de la scène, du théâtre ou même du fait de jouer, même au cinéma. C'est pas la même chose. Mais profondément, oui. Mais comment vous dire ça ? Vous voulez pas préciser un peu la question ? Vous m'aiderez beaucoup. Non, mais est-ce que dans la façon de les filmer, vous êtes allé finalement poser les mêmes questions, essayer d'obtenir chez l'on des réponses pas du tout. Non. Je sais, j'ai été 2-3 jours avec l'une, 2-3 jours avec l'autre, sans savoir du tout d'avance ce que j'allais, ce qui pourrait éventuellement me montrer ou m'apporter. D'où est-ce qu'elle vient chez vous, Benoît Jacot, cette fascination, voire même cette obsession pour le comédien ou pour l'acteur, qui n'est pas récente, qui à un moment donné s'est imposée à vous, je crois. Oui, c'est vraiment... il se trouve qu'à un moment, j'ai toujours d'ailleurs une amie chère, qui est une metteur en scène de théâtre, qui s'appelle Brigitte Jacques, et qui avait monté... un spectacle d'après les leçons de Jouvet, juste avant qu'il ne parte en exil, avec une jeune comédienne au conservatoire, dont il avait une classe, à qui il faisait répéter Elvire dans Don Juan. Et je ne connaissais pas ces textes de Jouvet. Elle me les a fait connaître avec l'idée de m'en faire un film à partir de son spectacle. Moi, ça ne me disait pas grand-chose, mais quand j'ai lu ce texte, enfin de faire ce film, mais quand j'ai lu ce texte, c'est-à-dire le compte-rendu très très bien dramatisé, si on peut dire, par les soins de Brigitte, ça m'a complètement...
happé, au point que j'ai fait le film, et que à partir de dans ma filmographie personnelle, à partir de ce film, je ne me suis plus occupé que des actrices et des acteurs. Mais que ça. Mais c'est même dans ma vie. Hein. Je n'ai fait plus que vivre avec des actrices et faire des films pour des actrices ou des acteurs. Et vous savez pourquoi? Vous sauriez dire pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quelque chose qui s'exposait là, dans ces leçons, puis dans ce film que j'ai fait, qui tout d'un coup m'a ouvert quelque chose dont je me suis aperçu que je le refusais. Auparavant, j'avais fait, je ne sais pas, 3-4 films. Avant, j'étais encore ce qu'on appelle encore aujourd'hui un jeune cinéaste. Mais j'étais très bressonien, vous savez, donc je me méfiais même, et quasiment je refusais le fait du jeu de l'acteur. Alors que là, tout d'un coup, j'ai été confronté par cette pièce, par ce texte de Jouvet et par l'acteur qui incarnait Jouvet, qui était Philippe Thévenot, un acteur que je ne connaissais pas, mais qui était miraculeux. Et ça a été pour moi, à mon modeste échelle, un chemin de Damas. C'est-à-dire j'ai été jeté à bas de mon cheval, et ce que j'ai vu, c'est pas Dieu, mais les actrices et les acteurs. Voilà. Et je ne me suis plus occupé que de ça. Et ça, pour moi, c'était très bien. Jusqu'à maintenant. Le fait est qu'il y avait une superposition quand même, parce que dans la mémoire de ceux qui ont vu ce spectacle et de ceux qui ont pu voir le film que vous avez fait, j'en fais partie. C'est un film qui est culte pour les gens de théâtre. Elvire Jouvet 40, filmé par Benoît Jacot. Il y a une superposition Louis Jouvet, Philippe Thévenot, qui s'est établie dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire il y a la phrase de Jouvet, le mot de Jouvet, son rapport au théâtre, et il y a la façon dont Thévenot porte ça sur un plateau de théâtre. Donc vous filmiez en même temps et Jouvet et Thévenot? En quelque sorte, je filmais une expérience de possession, c'est-à-dire comment un acteur, à un moment donné, selon telle ou telle occasion, qui peuvent être très différentes, est possédé par quelque chose. À mon sens, ce que font les acteurs, et ce que font aussi les comédiens, mais différemment, puisque quelque chose de différent pour moi, les deux, sont des expériences, c'est aujourd'hui, maintenant, dans la vie qui est la nôtre, la seule expérience authentique de possession authentique. Voilà. Donc ça me fascine, ça m'intéresse, ça me passionne. Voilà. Mais en l'occurrence, dans Elvire Jouvet, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans la salle de voir ce documentaire. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas fait, ce film. Dans Elvire Jouvet 40, Marianne Medeiros joue la jeune comédienne. Il y a la possession, l'état de possession dans lequel entre la comédienne, et il y a aussi la possession d'un metteur en scène sur une actrice, la prise de possession. Oui. Ça, c'est sûr. D'un maître sur une élève, certainement. Et enfin, moi, je sais que dans mon souvenir, je ne l'ai pas revu, mais dans mon souvenir, c'est tout ça à la fois, y compris une histoire, un rapport amoureux entre les deux. Oui, ça, c'est certain. Ouais. Et alors justement, quand on filme ça, on cherche à filmer le rapport qui se crée. En plus de filmer l'acteur, on cherche aussi à filmer là, vous parlez d'Elvire Jouvet, ou toujours Elvire Jouvet, oui. Ouais. On cherche à trouver, c'est ça qu'on cherche à attraper, le lien qui se crée. Mais ça dépend de quoi. Là, en l'occurrence, il s'agissait vraiment de ça, puisqu'il s'agissait d'un maître et de son élève, d'une actrice et d'un metteur en scène, et en plus de Elvire et de Don Juan. Donc il y avait quelque chose qui se nouait là, de très particulier, si on n'était pas, enfin à ma place en tout cas, si on n'était pas amené à filmer ça, on loupait le truc, on loupait le coche, sûrement. Moi, il me semblait, mais c'était une hypothèse, peut-être qu'elle est un peu simpliste, Benoît Jacot, mais je vous la soumets, qu'il y a un acteur que vous avez filmé à vos tout débuts. C'était Jacques Lacan, parce que vous avez fait un documentaire sur Jacques Lacan, que vous êtes allé filmer dans son bureau.
Et en travaillant, j'ai donc compris qu'il improvisait pas du tout, qu'il avait écrit un texte en réponse à une batterie de questions que vous lui aviez soumise avec. Avec Jacques-Alain Miller, on avait commencé par faire une espèce de, dans son salon, à faire une espèce de conversation improvisée à bâton rompu, qui était passionnante, mais qui était, comme on peut l'imaginer, enfin, en tout cas, absolument intransmissible. C'est-à-dire que c'était à la fois le café du commerce et à un niveau qui est absolument incompréhensible pour vous, pour moi. Et donc on s'en est rendu compte, tous les trois, Lacan, Miller et moi, et on a décidé de... C'est Miller d'ailleurs qui a une sorte d'autorité dans ce genre d'occasion, qui a proposé d'abord de répondre à trois questions principales, qui étaient en fait des questions d'Emmanuel Kant, que m'est-il permis d'espérer, que m'est-il, etc. Et donc, à partir de ces questions-là, il y en a d'autres qui sont venus, et qui regardaient de plus près la question de l'inconscient et de la psychanalyse, et à questions auxquelles il a répondu par écrit, oui, mais avec cette intention que... Alors là, c'est là que je le poussais beaucoup à ça, et ça lui plaisait beaucoup, à les jouer, voilà, à les interpréter, à les interpréter littéralement, puisque Lacan, son métier, c'était d'interpréter. Donc je lui disais, docteur, allez-y, interprétez, écrivez et interprétez. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, il était à ce moment-là acteur, comédien? Complètement acteur. Cabot, à la limite, parce qu'il est un peu aussi. Acteur, à sa façon, c'est-à-dire à la façon Guitry. Même, je dirais. Oui. Il fait du Guitry parfois. Bon, on se le disait. En plus, son épouse était Sylvia Bataille, c'est-à-dire une actrice qui avait été très connue et qui lui donnait beaucoup de conseils, en lui disant... doucement, vous en faites trop. Moi, je me suis dit, c'est peut-être de là que... On mélange tout, là, mais c'est pas mal. Non, mais c'est peut-être là que ça a démarré, parce qu'on cherche toujours le geste inaugural, la raison profonde, parfaitement inconsciente. Alors Lacan, évidemment, ça se pose là. Je me dis, est-ce que c'est là que ça démarre, la fascination de Benoît Jacot pour cette énigme qu'est l'acteur ou le comédien? Non, je crois que c'est les films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Très souvent des films américains, d'ailleurs. Je dois dire, tenait pour beaucoup, enfin leur mémoire, leurs souvenirs, leur activité mentale pour moi, tenait beaucoup aux actrices, aux acteurs. Je dirais surtout aux actrices, mais beaucoup aux acteurs aussi. Ouais. Et à partir du moment où donc ça s'est imposé à vous, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de filmer? Complètement, de tout au tout. Et qu'est-ce que ça a changé, par exemple? C'est comme de changer je sais pas, de devenir gaucher quand on était droitier, ou enfin tout ce que vous voudrez de ce genre-là. Ouais. Vous voulez dire que vous avez fait un cinéma que vous n'auriez pas fait sans cette révélation? Que je ne savais pas, ou que je ne voulais pas savoir, que je voulais faire. Et j'ai fait, à ce moment-là, juste après, je crois, un 5e film. J'en avais fait 4 avant, il me semble, qui était, pour moi, mon véritable premier film. Alors que les autres films, ceux d'avant, s'étaient faire connaître, avaient éventuellement beaucoup d'intérêt. Jacques Lacan avait même écrit un texte sur mon premier film, etc. Ça faisait chic. Mais je me suis rendu compte que c'était pas à ça que je voulais en venir. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait je crois, je sais plus que c'était un 5e film, je crois à peu près, qui s'appelait La Désenchantée, et qui est pour moi mon vrai premier film. Voilà. On devait avoir, c'était écrit sur les programmes, Caroline Champetier ce soir avec nous, qui est directrice photo. Ça aurait été intéressant qu'elle soit là, mais je me retourne vers vous, Benoît Jacot. Est-ce que du coup, ce souci de l'acteur, ce désir Souci, c'est un beau nom. C'est à peu près ça. Oui. Ouais. Est-ce que ça a changé aussi, non seulement la nature de vos films, mais
presque la technicité des films, le cadrage, le choix des angles. Ah oui, parce que je ne fais rien. Je ne fais rien qu'un acteur qui joue, ou une actrice, a fortiori, qui joue dans mes films ne veuille pas. C'est-à-dire, il m'est arrivé plusieurs fois, parce que depuis le temps maintenant, j'ai tourné quand même avec des actrices surtout, mais des acteurs aussi de genre très haut, comment on appelle ça, dans le star system, si ça peut encore vouloir dire quelque chose. Mais si, au lieu de me trouver comme beaucoup de mes collègues extrêmement vexé, voire blessé, voire gêné par ce que mes collègues appellent volontiers des caprices, c'est-à-dire moi je pourrais pas comme ça, pourquoi tu fais ça pas comme ça et pourquoi on ferait pas ça comme ça, etc. Moi je me plie. Je ne sais pas que je me plie, d'ailleurs, je me... Je ne sais pas comment appeler ça, mais j'aime beaucoup ça. Je m'allie avec le souhait, le vœu, le désir des actrices ou des acteurs qui me font, je pense, l'honneur et le plaisir et le bonheur de vouloir bien s'appliquer à ce qui est mon caprice. C'est ça surtout. C'est la rencontre de deux caprices qui forment... Non, parce que eux, c'est pas du caprice, justement. C'est là qu'ils se trompent. Les metteurs en scène, en général, ne veulent pas reconnaître que le caprice, c'est le leur. En principe, c'est eux qui disent, comme des enfants qui disent, on va jouer à ça. C'est le metteur en scène, en principe, qui dit ça, enfin le cinéaste. Les acteurs ne vont en général pas jouer dans des films, moi c'est ce que je connais, plus que le théâtre. Si un type qui s'appelle le metteur en scène ou une fille leur dit pas est-ce que tu veux bien ou est-ce que vous voudriez bien jouer ci ou ça dans le film que je vais faire, ce qui est quand même leur proposer de rentrer dans un montage fantasmatique qui est de l'ordre du caprice. Voilà. Est-ce que c'est vous qui choisissez vos comédiens ou est-ce que c'est les comédiens qui viennent vers vous ? Ce que je préfère, c'est que les comédiens viennent vers moi. Ce qui arrive. Hein. Ce qui arrive assez... Ce qui est arrivé. Forcément, plus souvent à mesure que le temps passe. Oui. Mais j'aime bien aussi demander... En fait, ce que je préfère, c'est... Ça, c'est là qu'on voit vraiment le petit truc. Ce que je préfère, c'est demander à quelqu'un qui ne me l'a pas demandé et que cette personne, une fois faite la chose, me demande de recommencer. Oui. Ah, ça, c'est admirable. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec Isabelle Huppert, avec qui vous avez tourné à plusieurs reprises, hein ? Mais Isabelle, c'est plus... J'en ai fait 6, je crois, ou 7 avec elle. Je crois que même ça, c'est la 7e fois que je faisais un truc avec elle. Je crois que oui, avec Chabrol, pour elle, c'est je suis celui avec qui elle a le plus tourné. Ouais. Ouais. Mais alors le fait d'avoir Isabelle Huppert dans 6 de vos films Attendez, vous allez très très vite, vous allez plus vite que la lumière. Pardon. Isabelle Huppert, vous me demandiez si c'était elle qui m'avait demandé. Oui, c'est vrai, je vous ai pas laissé aller au bout de la réponse, je suis désolée. Ben non. C'est pas elle ? C'est moi. Ouais. C'est Adjani qui vous a demandé, je crois. Adjani, ouais, ça, elle m'a demandé plusieurs fois et ça a marché une fois. Mais vous voyez comment on parle des choses. Mais Isabelle Huppert, elle, c'est marrant parce que je lui ai demandé et c'était pour un film qui s'appelle Les Ailes de la Colombe. Et qui est d'ailleurs un film pas mal, maintenant quand j'y repense, alors que je l'aimais plus. Mais avant de faire le film, le producteur du film, qui s'était plus ou moins fâché avec elle, Isabelle Huppert, voulait absolument que je renvoie Huppert et que je prenne Adjani. Voilà. Ce que j'ai refusé de faire. Du coup, je crois qu'à partir de là, il y a une sorte de pacte qui s'est passé entre elle et moi et qui fait que si elle me demande de faire un truc, à moins que j'ai une bonne raison de lui dire que non et qu'elle accepte, ou si moi je lui demande quelque chose, on le fait. On dit oui. Voilà. On est tout de suite d'accord.
pacte et forcément une comme confiance. Comme ça, ce film que vous allez voir, c'était un peu ça. Oui. C'est-à-dire, je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas... Il y a Fabrice qui vient, pourquoi est-ce que tous les deux, derrière, je vous filmerai pas tous les deux, j'essaierai de saisir ce qui vous agite dans la journée qui précède la première confrontation proprement publique de ce que vous faites. Ah oui, d'accord, allons-y. Et je savais que disant oui, comme ça voudrait dire que ça serait sans réserve. Je m'autorise pas moi-même. Elle-même dit qu'elle l'aurait fait avec personne d'autre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette séquence absolument sidérante, parce qu'effectivement très rare, parce que non seulement elle, mais probablement beaucoup d'autres n'accepteraient pas qu'on montre ça sur un écran de cinéma, mais elle l'a accepté avec vous parce que c'est vous et parce que vous... Voilà, je pense qu'il y a une confiance, qui est ce moment où il y a 3 phrases de La Cerisée qu'elle n'arrive pas à retenir. Elle bute contre une séquence de phrases très courte, ça n'entre pas. Et c'est fascinant de voir comment elle échoue, comment elle s'y reprend, comment elle essaye de rentrer dans cette phrase dans son corps. Comment vous avez assisté à ça, vous, Benoît Jacquot? Parce que c'est vrai qu'elle vous laisse regarder et filmer et montrer quelque chose qu'on ne voit jamais. À mon avis, la connaissant par cœur, c'est le cas de dire, je pense qu'elle a inventé tout ça pour moi. Voilà. Et pour ce film. Voilà. Je pense. Je pense que si elle était là, elle aurait un petit sourire comme ça, mais qu'elle dirait non, mais ça va pas. Voilà. Ça va pas chez toi. Mais avec un petit sourire pour me signifier que oui, on sait à quoi s'en tenir. Elle avait accepté, elle avait dit oui. J'avais rendez-vous avec elle, avec les deux, donc Caroline Champetier, les 2 personnes qui faisaient ça avec nous, dans la maison qu'elle habitait pour les répétitions et pour les représentations à côté d'Avignon. On avait rendez-vous le matin avant. On est arrivé et je voyais, je sentais, et je lui avais parlé la veille, qu'elle ne savait pas très bien quoi faire et ce qu'on allait faire. Or, c'est incroyable parce que c'est en même temps extrêmement réflexe, extrêmement intuitif. Je sais qu'elle s'est réveillée ce matin-là avec un vague trop, comme ça arrive mais tous les jours avec n'importe qui, et qu'elle s'est dit ah bah c'est ça, on va faire. Elle s'est dit on va faire ça. Je vais lui filer ça. On va passer la journée là-dessus. Voilà. Et c'est la vérité aussi parce que elle l'a fabriqué, c'était l'occasion, mais en même temps. C'est un point central de ce qui se passe pour une actrice ou un acteur qui fait ça. Cette terreur d'oublier, cette confrontation à la fois très très technique et en même temps abyssale avec le texte. Voilà, et elle a été très loin avec ça parce que dans le film, parce que elle a 3 soirs de suite, elle a buté sur le texte en scène pour que je le filme. Elle est encore plus géniale que je ne le pensais. Ah, mais c'est un génie. Ah oui. Un génie. Oui. C'est parce qu'en fait, elle a écrit le scénario du film qu'on allait faire et que je ne connaissais pas. Et elle l'a joué. Voilà. Mais ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Elle a joué l'actrice terrorisée, enfin, habitée par elle l'a joué admirablement bien. Mais de la même façon, à un moment, elle se change, vous verrez. Quand elle se change, elle joue genre oh non, mais tu vas pas rester là, etc. Puis en fait, elle se fout complètement à poil. Aucun moyen. Et à un autre moment, elle est comme absorbée. Je ne sais plus si c'est une réflexion ou une lecture parce qu'elle relit sans arrêt ça. De toute façon, ça c'est vrai. Toute la journée, elle est dans son texte et à le reprendre. Et elle se maquille, elle se change. Toc, elle est dans le truc. Et là, il y a un plan assez long où elle est comme ça. Puis tout d'un coup, elle se retourne. Ah, vous êtes là? Ah, vous étiez là? Je ne l'ai pas monté parce que pour une fois, je trouvais ça faux.
Je trouvais... moi aussi, mais c'est super. Non, alors je trouvais fou, je l'avais pas monté. Et quand elle a vu le premier montage que j'ai montré, elle me dit, mais t'es fou. Et le moment où je vous vois tout d'un coup et tu l'as pas mis. Je lui dis, écoute, franchement, tu vas pas me dire que tu... Mais si, c'était vrai, je vous avais oublié, c'est quand même formidable, etc., etc. Voilà. Donc, elle a le génie de comment dire ça, je sais pas si c'est du génie d'ailleurs, mais enfin, elle a une espèce de lucidité au sens très très fort, au sens de lumière, sur ses propres ombres, qui est quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel. Et il y a aussi une forme de légèreté chez elle juste avant, ou alors de feinte légèreté, parce que je me souviens avoir vu un documentaire quand elle jouait Médée dans La Cour d'honneur, dans la mise en scène de Jacques Lassalle, et on l'a filmé pareil dans les coulisses de la Cour. Ah ouais. Et alors que c'était un spectacle, elle rentrait en hurlant sur le plateau. Enfin, elle était déjà sur scène. Oui, c'était lourd comme spectacle. Et on l'a filmé pendant la répète, et elle lisait Le Monde. Je sais pas, à 5 minutes d'entrée en salle, elle lisait Le Monde. Elle lisait Le Monde. Elle lisait, en l'occurrence, c'était Le Monde, mais... elle voulait savoir ce qu'on avait écrit la veille sur avant de rentrer en scène. Non, mais ça nous amène à la question du trac. Glorifiée dans les colonnes du Monde, elle avait besoin de lire ça avant de s'exposer, là, tout d'un coup. Là. Non, parce que c'est quand même un truc. Ça, c'est quand même quelque chose que je voulais absolument filmer. C'était les 5 minutes... qui précède la première entrée en scène, comme ça, dans la cour d'honneur, devant ce public, avec les trompettes et le bazar, et sans couper. Donc il y a un plan qui, pour moi, est quand même la raison d'être de ce film. C'était un plan en séquence, comme on dit, où elle est là, avec les autres, et je suis sur elle, 5 minutes avant qu'elle ne rentre, et y compris jusqu'au moment où elle rentre, tout d'un coup, on voit... comme dans une espèce de brouillard, cette espèce de public d'arène. Et elle rentre, elle va se livrer à ça. Et elle va se livrer, mais continuer à penser à ma caméra, puisqu'elle va faire exprès de se tromper au moment où il faut se tromper pour que l'affaire se poursuive. Alors, elle vous dit qu'elle a le trac, ce qui étonne d'ailleurs Lucchini, ce qui a l'air d'étonner Lucchini. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous aviez filmé ce trac, que vous l'aviez attrapé dans l'œil de votre caméra, ce trac d'Isabelle Huppert? Alors je pense que c'est sa grande force et son exceptionnelle intelligence, c'est de savoir que ce trac est inexprimable, qu'elle ne peut pas raconter ce que c'est. Et d'ailleurs, quand je lui en parle, elle me dit « Oh, t'as vu la péniche ?» Elle parle d'autre chose, quoi, tout d'un coup. C'est inexprimable, et donc pour arriver à en dire quelque chose, elle passe par ce scénario plutôt que j'ai inventé, qu'elle a inventé et que je vous dis là. C'est ce qu'elle a inventé pour exprimer ce qui sinon est absolument indicible pour elle. Et je crois que c'est de l'ordre d'une vraie terreur, d'une terreur pétrifiante. Et Lucchini, est-ce que Lucchini, c'est les mots qui le protègent? Justement, est-ce que c'est les mots, c'est la parole? Parce qu'il y a un moment donné, et dans le taxi, parce qu'ils prennent beaucoup le taxi, ces gens-là, pour aller à Avignon. Et chez lui, je crois aussi, à un moment donné, il y a un monologue, j'appelle ça un monologue, parce que ça a vraiment quelque chose du monologue de Lucchini sur le théâtre, sur Jouvet, sur la technique au théâtre. C'est magnifique, hein, c'est simplement, on prend ça comme une leçon. Mais c'est ce flux de mots que manie si bien Lucchini. Est-ce que ça, c'est sa parade à lui? Parce qu'il dit qu'il n'a pas le trac, lui. Il me semble. Non, il dit qu'il a le trac partout sauf là. C'est pas pareil quand même. C'est quelqu'un d'éminemment fragile et terrorisé. Hein. Mais là, non, il est beaucoup plus que Isabelle, pas que Huppert. En termes de vie courante. Il est beaucoup plus désarçonnable, désarçonné. Et assez facilement vulnérable en tout cas. Alors qu'Isabelle a une force,
Ce qui lui fait peur, c'est les vraies questions, si je puis dire. C'est le bout des choses. Lucchini, c'est la vie courante qui lui fait très très peur. Alors que au théâtre, non. Au théâtre, d'abord, il se considère comme quelqu'un qui transmet. Donc, quels que soient les textes, du moment qu'il a choisi de les traiter ou que ces textes l'ont choisi d'une façon ou d'une autre, il est là comme une sorte d'intercesseur. Donc, il fait corps avec le texte de telle sorte que s'il était, on se demande par quel, je dirais pas miracle, mais quelle bizarrerie s'il était hué, ça serait pas lui qui serait hué, ça serait Frédéric Nietzsche, vous voyez. Ce qui donne une autre position. Quand vous l'avez filmé la première fois dans Parker, au singulier, c'est un précédent film sur lui. La première fois que je l'ai filmé, c'était quand il s'occupait du voyage au bout de la nuit de Céline et qui faisait ça. C'est le premier film que j'ai fait avec lui et qui m'a demandé de faire. Je le connaissais depuis très très longtemps, mais parce qu'il avait vu Clévenot dans le Elvire Jouvet dont on parlait pour commencer, il m'avait demandé de le filmer, en train de dire, enfin en l'occurrence, il lisait pas à ce moment-là. Il incarnait en quelque sorte Ferdinand. Et j'avais fait ça. C'est comme ça que je l'ai connu. Et ça, c'était pas Parker, c'était avant Parker. C'était avant. Parker, c'est un spectacle qu'il a donné dans lequel il joue, enfin, je sais plus dans quel théâtre à Paris, pendant très longtemps, où il dit des textes de Céline, je crois, La Fontaine. C'est surtout La Fontaine et Flaubert. Et Flaubert. Ouais. Et alors le film est très intéressant parce que on ne sait jamais ce que vous filmez finalement. Il y a des séquences noir et blanc, il y a des séquences filmées en salle, il y a des séquences où visiblement il ne joue que pour vous, que pour l'œil de la caméra. Ouais. Et donc il y a une dimension dans la façon de filmer qui navigue en permanence d'une sorte de réel à la fiction absolue. Est-ce qu'on voit Fabrice Lucchini jouant face publique? Est-ce qu'on le voit jouant pour la caméra? Est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il ne joue pas? Il est très déstabilisant. Est-ce qu'il est déstabilisant quand on le filme? Bah, enfin pas moi en tout cas. Non. Non. À partir du moment où on souhaite ou même où on désire l'approcher avec une caméra, c'est lui qu'on approche. C'est pas, je sais pas quelle idée de lui ou d'un acteur qui ne serait pas lui. C'est lui. Il est comme il est. Et il est éventuellement extrêmement touchant. Voilà, justement par une sorte de fragilité paradoxale qui, moi, m'intéresse beaucoup. Ouais, c'est son mouvement perpétuel qui à chaque fois me saisit. Par exemple, dans le film que vous allez voir, quand je lui ai montré à lui aussi le film, il trouvait ça formidable. Il n'en attendait pas tant, je crois. Il avait un seul regret que j'étais absolument stupéfait quand j'ai entendu. Il n'y a pas une seconde où je ne parle pas, m'a-t-il dit. Est-ce que tu peux pas trouver, je ne sais pas, un moment où ça m'arrive quand même me disait-il, de me taire. Quand il enfile son pull en quittant le musée Calvé. Et ben voilà. Non, attends. Il parle? Oui, mais non, il parle pas. Mais je l'ai rajouté. Il y avait, je vous ai dit, je fais ce qu'ils veulent. Donc de la même façon que j'ai remis le plan de Huppert où elle dit vous êtes là, et j'ai remis le plan de Fabrice où tout d'un coup il est de dos, il a l'air un peu erratique et un peu rêveur. Un peu ailleurs. C'est presque une scène à la Demy. D'ailleurs, on se souvient de cette image de Jacques Demy enfilant sous le regard de Agnès Varda son pull avec une infinie lenteur. Et là, c'est pareil. Il enfile ce pull avec beaucoup de délicatesse. C'est moins funèbre que dans le film d'Agnès. Oui. Enfin, bon,
Et il y a cette scène géniale, bon, j'espère pour vous que vous allez rester voir le film, où vous le filmez arrivant au musée Calvé. Je pense que c'est la première lecture publique. Ah oui, ça, c'est pas de la blague. Ça, c'est incroyable. Ni Les gens sont là sur le trottoir. Parce que dans la voiture, où je l'interrogeais sur le track, sur le tout machin, et tout d'un coup, quand on est arrivé devant le musée, ça, c'est toujours fascinant quand même. La rue, du haut en bas, était habité par des gens qui étaient là depuis des heures et qui l'attendaient pour entrer là-dedans. Et quand il a vu ça, je le filme d'ailleurs. Ah, c'est pour moi? C'est pour moi? Non, mais c'est pas... Alors ça c'est. Mais réellement, il se demandait. Hein. Non. Ah ouais. Là, lui, pour le coup, je le sais, lui, il se demandait. Non, en plus, Nietzsche, Baudelaire, tout ça, il se disait, non mais... Tous ces gens-là, toute cette rue-là qui est complètement peuplée de gens qui viennent me voir, qu'est-ce que c'est il comprenait pas, il s'y attendait pas. Et je pense que ça lui a pas fait de mal. Ah bah oui, c'est assez agréable, je peux imaginer, oui. Non, parce que finalement, le désir profond d'un acteur ou d'un comédien, en l'occurrence, c'est ce monde-là, finalement, au bout du compte. C'est quand même qu'il y ait le plus de monde possible. C'est quand même aussi simple et aussi âpre que ça. Faut qu'il y ait du monde. Faut qu'il y ait du monde. Vous dites que S'il n'y a personne, c'est terrible. C'est ça le pire. Vous dites que vous avez filmé le moment où il passe à l'acte. Vous auriez pu rester, et vous êtes resté d'ailleurs, et filmer la sortie, après le passage à l'acte. Une fois que justement il y a eu ce renvoi du regard du monde sur eux. C'est marrant parce que... Et vous n'avez pas fait ça elle, si, quand même. À la sortie, après, où elle continue à me raconter des blagues. Tu t'as vu, je me suis planté, comment vous avez fait, remerciant ses partenaires, tu m'as sauvé, etc. C'est pas vrai que j'ai tort de dire que c'est chiqué. Parce que c'est pas chiqué. C'est vrai, mais en même temps, c'est du vrai inventé. Voilà. Mais il n'y a rien de plus vrai que l'invention, donc, à mon avis. Ça, les acteurs le savent mieux que personne. Et les Lucchini, par contre, après, du coup, je l'avais, parce que je l'ai filmé, lui, après elle. Lui, j'avais des trucs sur lui après, mais je sais pas, ça m'intéressait beaucoup moins. Mais c'est moi, hein, mais bon, ça me paraissait plus convenu. Il était plus comme ce qu'on imagine très bien qu'un acteur est quand il sort de scène et qu'il est... C'était pas passionnant. Il y a une question que je voulais vous poser, Benoît Jacot, mais finalement, je pense qu'avec Isabelle Huppert, cette question ne résiste pas. C'était la question de l'impudeur. Mais moi, j'aime bien l'idée de l'impudeur. Filmer des acteurs qui ne savent pas leur texte, qui ont le trac ou n'ont pas, qui le cachent ou ne le cachent pas, qui peuvent avouer sans savoir qu'ils les avouent des moments de faiblesse. C'est aller chercher quelque chose qui est de l'ordre de l'impudeur. Est-ce que vous avez eu l'impression, par moment, qu'il y avait de l'impudeur dans le documentaire? Aucune. Non? Pas la moindre. Non. Je sais pas comment vous dire ça, mais pour moi, c'est pas de l'ordre de l'impudeur. C'est parce qu'en plus, ce sont des gens, l'une et l'autre, d'une extrême pudeur. Je le sais, de certitude sûre. Mais donc, c'est juste des gens qui ont maille à partir avec la vérité de façon très très forte. Et c'est pour ça aussi que sont de très grands acteurs. Et donc c'est pas de l'ordre de la pudeur ou de l'impudeur. Ni a fortiori de l'obscénité ou de l'inverse. Oui, mais j'entendais pas un pudeur comme ça. Pour moi, c'est un assez... Je pense que ça peut être très beau, l'impudeur. Parce que c'est peut-être la clé qui ouvre la porte de l'intimité aussi, non? L'impudeur? Ouais. Je suis pas sûr. Non? Non, ça, alors j'y crois pas beaucoup, non. Non. Je pense que la pudeur est beaucoup plus, efficace en termes d'information sur quelqu'un que
Il y a des tempéraments. Écoutez, franchement, à force, moi, enfin, quand même, j'ai fait, je crois, 27 ou 28 films. J'ai filmé beaucoup d'actrices et d'acteurs. Il y en a toutes sortes. Hein. Il y a tous les tempéraments possibles, actrices et acteurs. Des pudiques, des impudiques, des grossiers, des délicats, des lâches ou au contraire des forts en gueule. Il y a tout. Euh, mais donc, l'affaire, c'est la vérité de chacun. Comment chacun a un accès à ce qu'on appelle la vérité, donc on ne sait jamais très bien définir, mais que, à mon sens, seuls les acteurs savent manifester d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Parce qu'il n'y a que la vérité qui m'intéresse, pour tout dire. Moi, ça m'intéresse aussi. Quand vous dites « ils ont maille à partir avec la vérité », oui, c'est-à-dire qu'ils jouent avec le mensonge. Quand je dis je mens, je dis la vérité. C'est le célèbre paradoxe du Crétois. Donc, si je dis je mens, je dis la vérité. Mais les acteurs, c'est la base de ce qu'ils font. Ce moment qui fait qu'à un moment donné, sur une scène de théâtre, la personne devient le personnage. Ce moment passionnant, parfois très éphémère, hein, parce qu'on peut devenir le personnage et redevenir la personne, et parfois on est la personne plus que le personnage, et ça n'en est que mieux. Quand vous tournez vos films de cinéma, j'imagine que vous ne l'obtenez pas tout le temps. Est-ce que c'est aussi des deuils que vous devez faire, ça, par rapport aux comédiens que vous dirigez? J'ose pas vous demander de répéter, mais c'était quoi les si persona, persona, c'est le masque en général, c'est la persona, le rôle, la personne, c'est très compliqué. La persona, on sait ce que c'est le masque, c'est le rôle. Le personnage, c'est le personnage. La personne. Enfin, moi, j'émets les plus grands doutes à l'égard de ce qu'on appelle la personne. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'une personne. Je ne sais pas trop. Vous savez mieux ce que c'est qu'un personnage? Bien sûr. Et mais les acteurs aussi. C'est pour ça aussi que je suis de leur côté la plupart du temps. La seule façon de fabriquer un personnage qui est de l'ordre de la vérité, c'est d'impliquer ce qu'on croit être sa personne, qui dès lors est un personnage, pour fabriquer ce personnage qui renverra à une personne possible, entre autres personnes possibles. C'est tellement trop de rembobiner là. C'est-à-dire ça rend fou ou folle. Oui. Et réellement, je crois que les actrices et les acteurs, mais souvent plus les actrices, sont folles et fous. Mais réellement, authentiquement. Et que c'est pour ça qu'ils font confiance à certains personnages qui s'appellent metteurs en scène et qui croient, dont ils croient ou qui croient eux-mêmes savoir quelque chose de ça. Pourquoi est-ce que vous dites que les acteurs sont des actrices, Benoît Jacot? Vous l'avez dit dans une masterclass, je crois. Et c'est pas une formule. Je ne le redirai pas aujourd'hui parce que ça serait très 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 mal vu et entendu. Bah ouais. C'est en 2009 que vous l'avez dit. Bah oui, à l'époque. Et vous pensiez quoi en 2009 que vous pouviez dire en 2009 et qu'il vous est compliqué de dire aujourd'hui? C'était quoi le fond de votre pensée? C'est intéressant, les acteurs sont des actrices. Vous ne dites pas les actrices sont des acteurs? Sûrement pas. Non? Non. Non, mais disant ça, j'aurais immédiatement sur le dos des filles que j'aime beaucoup et que je connais bien, qui m'enverraient des lazzi, au moins, sinon des tomates. Les comédiens, lorsqu'on les interviewe, ce qui m'est arrivé assez souvent à France Culture, quand il se trouve que c'est des acteurs ou des comédiens qui jouent à la fois au théâtre et à la fois au cinéma, qui naviguent entre les planches et... Qui les deux, là eux, en l'occurrence, et d'autres, souvent... Pas beaucoup, pas tant que ça. Hein. Moi, j'ai quand même travaillé avec beaucoup
grandes actrices et acteurs très connus pour qui le théâtre est rien que d'y penser ou de prononcer le mot est un cauchemar. Catherine Deneuve, par exemple, qui est quelqu'un que j'aime énormément et pour qui j'ai avec qui j'ai fait plusieurs films, quand je lui dis pourquoi pas un jour faire ceci, elle s'évanouit quasiment. Pour elle, c'est de l'ordre de la terreur. Terreur. C'est marrant d'ailleurs, hein, parce qu'elle serait géniale au théâtre, la Deneuve. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous, le dispositif que vous créez quand vous tournez, c'est un dispositif de théâtre? Est-ce qu'ils répètent? Est-ce qu'ils peuvent aller d'un bout à l'autre de la scène? C'est à ça que je voulais arriver. Oui. Est-ce que c'est interrompu comme visiblement le cinéma n'arrête pas de faire, c'est-à-dire interrompre les séquences, reprendre? Enfin, les comédiens à qui j'ai pu poser cette question disent ce n'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Jouer pour une caméra ou jouer pour les planches de théâtre. Techniquement, anecdotiquement, c'est plus profond que ça, mais c'est ça la différence des acteurs et des comédiens. Les acteurs, en général, ont plus ou moins une silhouette, une idée de ce que ça va être, mais ils le découvrent en le faisant, dans l'acte même, plan par plan, si on peut dire. Parfois, il y a 800 plans, donc ça veut dire 800 fois, et dans le désordre, souvent, ils composent quelque chose. Mais c'est magnifique, ça. Ça, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est une grande supériorité sur le théâtre. Parce qu'il n'y a pas cette idée d'un personnage qui serait d'une pièce et qui renverrait à une personne, l'acteur, qui serait d'une pièce aussi. Il y a un bric et broc dont il faut faire quelque chose, une sorte de rhapsodie avec ceci, cela. Un jour, on est dans une humeur, un autre jour, on est dans une autre. Et pourtant, de tout ça, il faut fabriquer quelque chose qui, comme disent les peintres d'un tableau, qui tient. Voilà. Et ça, il y a très peu d'acteurs, ou de comédiens, mais qui, en l'occurrence, seraient ce que j'appelle des acteurs ou des actrices, qui ont la force de faire ça. C'est un vrai athlétisme. En même temps, est-ce que ce n'est pas ce que l'acteur de théâtre fait finalement quand il démarre un spectacle, qu'il va le jouer 30 fois, 40 fois, s'il part en tournée, en décentralisation, et donc chaque soir, il va descendre en profondeur dans une version du personnage. Je ne sais pas si c'est au même point, parce que c'est moins disloqué d'avance, c'est moins risqué, c'est moins désynchronisé pour commencer. Au départ, il y a un texte qui est là, des répétitions qui ont été là, parce que, vous me posiez la question, moi je ne fais aucune répétition, jamais. Et je fais, j'ai beaucoup d'autres metteurs en scène, cinéastes, font, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 prises pour un seul plan avec 3 mots à dire ou une expression. Moi, si au-delà de 3, c'est terminé. Les acteurs ou les actrices avec qui je tourne savent que c'est une fois pour toutes, qu'il faut le faire là et que, à moins d'un truc purement technique incontournable, l'idéal c'est de le faire une fois et c'est cette fois-là. Parce que pour moi c'est un art, le cinéma, si c'est un art, en tout cas c'est une technique ou une pratique de l'apparition, de l'épiphanie, de ce qui arrive au moment où ça arrive. Ce qui, d'après moi, n'est pas le cas du théâtre. C'est très étrange. Alors que on dirait exactement le contraire. Oui, parce que le théâtre, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'éphémère, c'est le surgissement. Parce que les gens, on peut toujours monter sur scène et interrompre. C'est la chose non reproductible et qui n'est jamais reproduite à l'identique, sinon c'est du très mauvais théâtre. C'est curieux, mais c'est parce que j'ai une manie quasiment obsessionnelle du paradoxe et j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. Vous parliez tout à l'heure, et je voudrais qu'on termine là-dessus, avant peut-être de nous tourner vers vous, si vous avez 2-3 questions à poser, du rapport à la vérité qu'ont ces deux comédiens, je ne sais plus comment dire, acteurs, comédiens, enfin ces deux interprètes, ces deux artistes. En l'occurrence, les deux, pour moi, c'est elle, l'actrice, et lui, le comédien. Moi, j'ai envie de dire ces deux artistes, parce que je pense qu'ils le sont de toute façon. Le rapport qu'ils ont à la vérité. Moi, ce qui
qui souvent me trouble, me pose question, c'est le rapport qu'ils ont au temps, à l'écoulement du temps, à la durée des acteurs. À leur durée propre ? À leur durée propre et à cette durée dans laquelle ils s'engouffrent lorsqu'ils vont sur un plateau de théâtre ou sans doute tourner au cinéma, je connais moins. Mais tout à coup, il y a un temps qui n'est pas le même, qui est complètement différent, qui est à la fois complètement fabriqué et qui devient un temps, pour eux, organique, probablement très intense. Ça, est-ce que vous allez le chercher quand vous allez filmer en vous intéressant à l'acteur, est-ce que c'est aussi ça que vous cherchez à décoder, à décrypter, à trouver dans le geste du cinéma ? Mais c'est très bien dit. Je me le serais jamais dit comme ça. Non. Non, à chercher à avoir, à être raccord avec l'horloge personnelle, individuelle de chacun. En tant qu'actrice ou acteur. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai toujours pensé ça plutôt en termes de météorologie personnelle. Comme, je sais pas moi, quand je tourne avec une Isabelle ou un Fabrice ou d'autres, en général, je fais en sorte avec mes assistants que je sois là, quoi que j'ai à faire, avant qu'ils n'arrivent. Ce qui veut dire très très tôt en général, parce qu'il faut savoir qu'en général, les metteurs en scène se réveillent plus tard que les actrices ou les acteurs, parce que les actrices ou les acteurs doivent être préparés le matin pendant des heures, surtout les actrices, le maquillage, les machins, les coiffures, etc. Surtout quand on fait des films éventuellement d'époque, ça prend beaucoup de temps. Mais moi, je veux être là au moment où ils arrivent, où ils sortent de la voiture qui les amène, qu'ils ne me voient pas, autant qu'ils ne sachent pas où je suis caché. En général, je dors sur les lieux même du truc pour être là, et guetter le moment pour voir la tête qu'ils ont. Le mieux, c'est de vivre avec eux. Comme ça, au moins, on se réveille avec eux, on sait dans quel état ils sont. Mais sinon, de guetter dans quel état ils sont pour la journée. On le sait tout de suite quand quelqu'un arrive quelque part comme ça et claque la porte ou dit à peine merci, ou au contraire est tout sourire, etc. Ça donne là de la journée. Alors c'est plutôt cette météorologie à laquelle je pensais. Mais c'est beaucoup plus profond et vrai, l'histoire d'une horloge comme ça. Le temps qui va être... Alors c'est pas pareil au théâtre, au cinéma. Parce qu'au cinéma, en général, moi je fais en tout cas une scène ou une séquence dans la journée. Et le tempo, comme on dit en musique, de cette séquence ou de cette scène qu'on va tourner, c'est l'actrice ou l'acteur qui va le donner. Et j'ai intérêt à m'y conformer, parce que si je cherche à faire le malin avec le temps qu'il aura inventé ou elle aura inventé pour cette séquence, je plante la séquence certainement. Donc j'ai intérêt en effet à accorder mon horloge, la mienne, parce que nécessairement on en a tous, j'en ai une, à l'accorder sur la leur, à me mettre à leur heure en quelque sorte. Pas à leur heure, à leur heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques pendant 10 minutes Bonsoir. Bonjour. Donc, ma question, plutôt simple. Donc, je me présente, je suis Estelle Keguiner. En fait, je réalise une thèse sur Fabrice Lucchini. Et donc, ma question, c'est plutôt une interrogation sans porter de jugement. C'est juste, j'ai été étonnée finalement que dans Parker, il n'y avait pas de passage où finalement les deux acteurs étaient filmés simultanément et aussi se parlaient entre eux. Et je voulais savoir si c'était un choix de votre part ou s'il y avait une autre raison, tout simplement. Non, c'était vraiment un choix. Okay. Parce qu'ils... c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure. Ils se connaissent bien et à mon avis, tous les deux ensemble, les connaissant, chacun à sa façon, ils auraient fabriqué un numéro. C'est un numéro, j'exagère, c'est pas ça. Ils auraient fabriqué quelque chose au-delà même de ce que chacun fabriquait là. Voilà. Et donc eux-mêmes ne le souhaitaient pas ou ils l'auraient souhaité éventuellement? Oh, il savait pas trop. Je pense réellement si je l'avais
si je l'avais voulu, je ne savais pas si je le voulais ou pas. Mais finalement, les ayant filmés l'une puis l'autre, j'ai eu le sentiment que c'était pas la peine, quoi, que ça, c'était pas intéressant. Ça m'intéressait pas en tout cas. Ok. Voilà. Mais je les ai filmés tous les deux. J'ai fait un film avec où ils étaient tous les deux, donc ça, je connaissais. C'était vraiment très bien. Et là, quand le film est sorti en décembre, il y a eu la maison Télérama, que vous connaissez bien, a fait une séance, une espèce d'avant-première avec tous les deux. Moi, j'étais dans la salle, mais j'étais pas avec eux. Et c'était un numéro de duettiste tout à fait épatant, mais voilà, c'était un autre registre que celui de ce film. Donc, enfin, ça ne me regarde pas quelque part, mais ils se connaissent, bref. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 20 ans. Oui, voilà, c'est ça. Et ça aurait été intéressant, en fait, de savoir ce qu'ils pensaient l'un et l'autre de leur jeu mutuel, en fait. C'est plus ça qui... Savoir ce que l'un pense de l'autre, finalement, par rapport au jeu. Voir s'ils se ressemblent, si... Je crois qu'ils sont les plus mal placés pour en parler. Ouais. Et pour porter... D'ailleurs, ils le savent eux-mêmes, et du coup, ils ne se jugent pas. Hein, ouais. Non, mais sans juger, mais se comparer, se dire que peut-être... Là, ils faisaient ça, justement, dans cette espèce de séance Télérama d'avant-première dont je vous parlais. C'est ce qu'ils ont fait, grosso modo. Enfin, il y avait Fabienne Pasco qui leur disait, qui leur posait des questions, évidemment, dans ce sens. Donc, ils étaient amenés à se définir. Mais tout de suite, c'était... Je ne dirais pas que c'était faux, mais ça avait quelque chose ça avait quelque chose de pas vrai, même si c'était pas faux. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce que vous dévoiliez la tactique du scénario de Isabelle Huppert. Vous avez vu le film ? C'est parce qu'elle n'est pas là. Oui, hein. j'ai eu la chance de le voir la semaine dernière. Et la phrase quand même qu'elle a choisie de mâchonner, murmurer, répéter pour buter, elle se finit quand même par je m'y perds. Ouais. Je me rappelle de ça. Ah oui, ça, et j'entends maintenant qu'elle... j'entendrai plutôt aujourd'hui je vous perds, ou je sais pas, quelque chose un peu... ouais. Donc elle a quand même choisi cette phrase avec je m'y perds à la fin pour nous faire passer un petit message qui était... caché. Ça, c'est vous qui le dites. Non, je sais pas. Mais c'est très bien. Hein. Même, pourquoi pas. Hein. Moi, je pense qu'elle a eu, là, dans la nuit ou ce matin, le matin même, où je l'ai retrouvée, avec une caméra, une petite butée, comme ça, dont elle s'est même pas dit. Elle a suivi le fil de ce truc. Et elle s'est dit, par une sorte de paresse, d'ailleurs, on va pas se creuser la tête, on va dérouler cette pelote-là. Voilà. Moi, je trouve ça mais formidable, mais abyssal. Voilà. Et formidable. Voilà. Formidable. Et l'idée, c'était qu'elle l'a fait. Vraiment, moi, j'ai pris ça pour un acte, pour un geste réellement amoureux, je dirais, à mon égard, c'est-à-dire la certitude que je saurais très très bien de quoi il s'agissait, que c'était là et que j'allais suivre ce fil qu'elle commence par dérouler. C'est, après tout, c'est bien. Oui. Peut-être une dernière remarque ou question, si quelqu'un souhaite... Donc, à partir de ce que vous indiquiez par rapport à cette petite phrase, est-ce qu'elle sait que vous l'avez démasqué finalement quelque part? Je ne l'ai pas démasqué. Non, mais est-ce que vous avez joué? Parce qu'il s'agit de jeux tout le temps. Oui. Donc, est-ce que vous avez joué ce jeu-là avec elle? C'est-à-dire de lui dire oui, je ne suis pas dupe. Tout doucement, oui. Oui. J'ai pas eu une explication du genre allez, entre quatre yeux, non, dis-moi. Non, pas comme ça, mais en douceur, comme vous savez. Voilà. Ah, vous préjugez. Non, mais...
Je pense qu'on serait éventuellement assez déçus l'un par l'autre si on en venait à exposer ce genre de truc dont on sait que l'un et l'autre, que ça n'obéit pas à un calcul à proprement parler, que ce sont des choses dont on sait qu'elles nous viennent, et qu'en quelque sorte on les propose parce qu'on sait que l'autre disposera. Voilà. Et moi, Isabelle, depuis maintenant, je dirais plus de 30 ans, ça fait quand même des dizaines d'années que chaque fois qu'on fait un film, le premier jour de tournage, elle me dit, je lui dis, tes désirs sont des ordres, et elle me répond, tes ordres sont des désirs. Voilà. Et on tourne. Je l'ai déjà vu une fois, le film. Et du coup, je vais le regarder une deuxième fois là, avec un grand plaisir, à travers enrichi par tout ce que vous nous avez dit ce soir, quoi. Merci beaucoup, Benoît Jacot, d'avoir participé avec nous à cette 3e encyclopédie du théâtre ici au TNB. Merci beaucoup à tous et à toutes et aux équipes du TNB et bon film. Retrouvez tous nos podcasts sur tnb.fr.